Donc, on est là ce matin pour réaliser le questionnaire, l'enquête, pardon, qui s'appelle Baromètre Santé Jeune et qui s'adresse à plus de 4000 élèves de la sixième à la terminale inscrits en Nouvelle-Calédonie. Coup d'envoi du baromètre Santé Jeune. Depuis 2014, l'Agence sanitaire et sociale réalise une enquête auprès d'élèves scolarisés de la sixième à la terminale aux quatre coins du pays. Durant 40 minutes, les participants sont invités à répondre à un questionnaire, seuls sur une tablette, sur différentes thématiques. Alimentation, sport, sexualité, santé mentale, vie familiale ou encore addiction, le tout de manière anonyme. Sophie fait partie des premiers participants. Alors moi, je trouve que c'est une super démarche. Ça nous permet de nous rendre compte de nos habitudes de façon plus concrète et de réfléchir à plein de sujets. Et c'est d'autant plus intéressant si après, il y a des démarches qui sont mises en place par rapport à, par exemple, le climat d'insécurité aux abords du lycée, les consommations, etc. Donc vraiment, je trouve ça super intéressant. J'en ai discuté avec mes camarades et de façon générale, ils ont trouvé ça vraiment super. Le baromètre Santé Jeune est la seule enquête réalisée sur la santé des 10 à 18 ans sur l'ensemble du territoire. L'idée, c'est déjà d'évaluer l'état de santé de nos jeunes et de pouvoir se comparer aux pays voisins et aux autres pays du monde, et ensuite d'orienter les politiques publiques. En gros, si on voit qu'il y a une surconsommation de la cigarette électronique, ce qui va être le cas probablement dans les lycées ou les collèges, on va essayer d'orienter les politiques pour diminuer cette consommation. La cigarette électronique, une des nouveautés de cette troisième édition du baromètre Santé Jeune, parmi d'autres. L'état de santé mentale, déjà entre 2014 et 2019, on avait une évolution qui n'était pas très positive de la santé mentale des jeunes. Donc on a un peu accentué aussi pour voir s'ils avaient été éventuellement impactés par les événements de 2024. La portion de fruits et légumes, parce qu'on leur demandait s'ils mangeaient des fruits et légumes, on ne leur demandait pas combien de portions. Donc on a rajouté ça. On a rajouté des questions sur la précarité menstruelle, qui est d'actualité aussi. Et puis on a rajouté du coup la prise de mesure. C'est une demande qui nous avait été faite de nos partenaires d'avoir des données sur les jeunes, parce qu'on avait des données sur les adultes. On sait que 68% de la population calédonienne est en surpoids, en obésité, mais on n'avait pas de données sur les jeunes. L'enquête doit se poursuivre jusqu'au mois d'août auprès des établissements et classes tirés au sort pour y participer. Quant aux résultats, ils devraient être publiés en début d'année prochaine. En partenariat avec l'établissement provincial pour l'insertion et la formation, le RSMA a tenu un stand ce matin au marché de Tadine. En à peine 2 heures, l'équipe du régiment du service militaire adapté et de l'EPIF ont accueilli 20 jeunes venus constituer des dossiers d'inscription, ainsi que des dizaines de parents venus se renseigner pour leurs enfants. Depuis 1986, le modèle de formation proposé par le RSMA connaît un succès qui n'a fait que croître au pays, en particulier auprès d'un public déscolarisé et sans diplôme. Il y en a plus qui ont arrêté depuis les événements. Parce qu'après, ils sont restés ici à la tribu. Puis ils sont restés là, du coup, ils sont plus aller à motivés pour l'école. retourner à l'école après les événements. On sait qu'il n'y a pas que ici à Marais, il y a aussi à Lifou, tout ça. Ces 3 Sinéngonais ont un profil différent. Elles sont diplômées du bac ou du BEP et avaient prévu d'entrer dans la vie dite active. Et comme ici en ce moment, ben, c'est dur de trouver du travail. Mais du coup, ça nous motive aussi d'aller au RSMA pour le permis aussi. Et c'est cher aussi, maintenant, depuis les émeutes. C'est très cher. C'est dur. qui est cher? Ben, la vie, le prix, quoi. Déjà, aussi par rapport aux dentistes, dedans, là, c'est... L'équipe de recrutement confirme que le RSMA attire ces nouveaux profils de candidats. Mais comme le souligne Cassidy en parlant du dentiste, certaines contraintes peuvent stopper la constitution de leur dossier de recrutement. On trouve qu'il y a beaucoup plus de jeunes qui passent par le RSMA. La particularité, c'est qu'on a actuellement beaucoup plus de jeunes, surtout diplômés, qui ne trouvent pas de travail et qui viennent chercher une expérience au RSMA. Et c'est vrai que parfois le permis peut permettre de leur trouver un travail à l'issue du passage au sein du RSMA. Pour la partie médicale, bien entendu, il faut le carnet de santé, mais bien souvent, il faut la partie dentiste, donc le bucco-dentaire, et c'est là où les jeunes ont du mal à prendre des rendez-vous, et surtout, apparemment, il n'y a pas de dentiste depuis quelques mois, et les jeunes sont bien souvent obligés de venir sur Nouméa, ce qui a un coût pour eux, et donc s'ils n'ont pas de famille, c'est encore plus compliqué. Demain, l'équipe du RSMA et de l'EPIF continueront leur tournée d'information sur Nengoni.
En province sud, inscrire son enfant à l'école sera bientôt plus encadré. Une nouvelle délibération votée jeudi dernier vient renforcer les procédures d'inscription scolaire. Contrat de travail, RIB ou encore carte d'électeur seront demandés aux parents. Objectif, limiter les retards et mieux organiser la rentrée selon la collectivité. L'année dernière, on a eu près d'une inscription sur deux qui s'est fait en dehors de ces délais. Donc on avait des endroits où on n'avait pas assez d'enseignants, d'autres endroits où on avait trop d'enseignants, ça a complètement désorganisé la rentrée. Donc là, on a voulu rappeler quel était le cadre, quelles sont les pièces qu'il faut pour pouvoir s'inscrire, parce que notre objectif, c'est qu'à la rentrée de février 2026, chaque enfant soit dans une classe avec au maximum 25 élèves par classe. Une mesure qui ne fait pas l'unanimité, notamment du côté de l'UGPE, l'Union des groupements des parents d'élèves. Elle considère cette décision comme discriminatoire. C'est une forme de discrimination auprès des familles défavorisées, parce qu'en fait, on utilise la fracture numérique pour pouvoir mettre des familles de côté, pour pouvoir leur durcir la vie, leur compliquer l'existence, voire empêcher la scolarisation de leurs enfants. Ce début d'année, on est allé au tribunal administratif avec des cas d'enfants qui n'arrivaient pas à s'inscrire, parce qu'ils n'avaient qu'une attestation d'hébergement à fournir sur le site de la province sud. Comme par hasard, ces enfants trouvaient une inscription à peine quelques heures avant l'audience devant le tribunal administratif. Pour l'exécutif provincial, c'est juste un rappel des modalités d'inscription. Alors, il n'y a aucune discrimination dans les décisions près de la province. On rappelle simplement quelles sont les modalités qu'il faut faire pour s'inscrire à l'école. Pour s'inscrire à l'école, il faut habiter à proximité de l'école où on réside. Donc nous, on doit simplement s'assurer que l'enfant réside bien à proximité de l'école sur laquelle il demande son inscription. C'est valable pour une primo-inscription, mais aussi valable pour des gens qui demandent une dérogation. Désormais, pour inscrire son enfant, une simple attestation d'hébergement ne suffira plus. En plus de ces nouveaux documents exigés, les inscriptions devront se faire en ligne du 1er juillet au 22 août. L'UGPE critique sur le fond et la forme. Depuis le début de l'année, l'Union demande à être reçue par l'exécutif provincial pour trouver des solutions. Oui, on comprend qu'il puisse y avoir des difficultés à organiser les choses, les rentrées, les effectifs dans les classes, essayer d'harmoniser les choses au maximum, mais pas de cette manière. Pas de cette manière. La meilleure façon, c'est qu'on se réunisse, qu'on se mette autour d'une table et on regarde ensemble les zones où il y a des difficultés. Et surtout, il faut anticiper. On sait très bien les secteurs où il va y avoir de plus en plus d'enfants. Ils le savent eux-mêmes. Mais ce n'est pas cette méthode-là qu'il faut appliquer. On a toujours pris en compte les demandes qui nous étaient remontées par l'UGPE. On a regardé toutes les solutions, on a trouvé des solutions à toutes les problématiques qui nous ont été remontées. Notre objectif, c'est effectivement de faire en sorte qu'on ait des dossiers complets pour inscrire ces enfants. La province sud espère ainsi limiter les inscriptions de dernière minute. Selon la province, entre janvier et mars 2025, plus de 1200 demandes ont été déposées hors délai. L'UGPE annonce son intention de déposer un recours en justice. C'est ce que j'ai fait pour mon court-métrage. Et ça, c'est toutes les images que j'ai générées. Ta'aroa Ari'i, sous le nom de Peter, a remporté la 3e place du concours IA for Good, un concours mondial de films courts et jeux vidéo réalisés avec l'aide de l'intelligence artificielle. Il est lauréat dans la catégorie des 12 à 15 ans avec Wifu, un court-métrage d'1 minute dans lequel une jeune fille kanak découvre l'intelligence artificielle et la ramène dans son village. Élevée au rang de reine et tentant de mêler tradition et innovation, elle finit par s'y perdre. Le thème, c'était Good Tech et Bad Tech. Et en fait, au départ de mon court-métrage, on voit qu'elle arrive à gérer avec la technologie. Et c'est à la fin qu'on voit qu'elle s'y perd. J'ai choisi une petite fille kanak parce qu'en fait, il fallait représenter le pays où on vit. Et comment tu t'es inspirée un petit peu des traditions, des traditions, des cases kanak, un peu aussi des vêtements, les coutumes, tout ça. C'est la première fois que le jeune homme autodidacte utilise l'intelligence artificielle. Selon lui, c'est avant tout un outil d'aide à la création. Les images sont générées par IA, mais à part ça, le fait de penser à l'histoire, faire le montage et aussi demander à ChatGPT de faire les prompts, derrière ça, il y a l'humain. Il y a vraiment 90% de l'humain derrière. Pour créer une vidéo générée par l'IA, il faut d'abord écrire le scénario de base sur l'application dédiée. Cela s'appelle un prompt qu'il faudra par la suite faire traduire en anglais. Il
faut sélectionner le texte, copier. Ce Runway m'a généré une image. Ça peut paraître facile, mais si vous faisiez vraiment un vrai court-métrage avec des thèmes imposés, tout ça, c'est vrai, là, ça peut être difficile. Là, j'ai encore prompté sur Runway de demander que quand en fait la fille elle tombe, qu'elle soit dans un endroit où il y a plein d'écrans en fait. C'est un endroit technologique. Oui, c'est des exemples, c'est pour montrer comment ça marche. Et c'est ici, au Village Jeune, qu'il se réfugie depuis quelques semaines pour travailler. On l'accompagne pour son projet, on discute pour la mise en place d'ateliers, de transmission. C'est ce que je dis, on parle de révéler les talents, mais c'est aussi qu'ils puissent transmettre leur passion à d'autres jeunes de leur âge. Et surtout, c'est ce profil de jeunes-là qui sont autodidactes. Et c'est important de pouvoir faire comprendre à d'autres qu'il faut aussi oser, il faut aussi être curieux et puis partager son savoir. Ce premier court-métrage donne envie à Peter de continuer à créer. Le jeune homme prévoit de participer au prochain concours d'IA for Good en créant cette fois-ci un jeu vidéo. Passionné également par le dessin, qu'il pratique depuis tout petit, il participe à plusieurs autres projets en parallèle. Un de ses dessins est d'ailleurs exposé en ce moment à Barcelone.